Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des éléments qui sont tirés de ma thèse sur les livres pour enfants de l'auteur radical, also known as English Jacobin, William Godwin. Je vais essayer de vous montrer un peu, de vous guider à travers ce que j'ai fini par appeler une histoire intellectuelle à travers des livres pour enfants. Donc une histoire intellectuelle à partir de sources qui sont assez peu utilisées de manière générale par les historiens et les historiennes des idées. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment les livres pour enfants de la période dite romantique, de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle, s'intègrent et reflètent des débats beaucoup plus larges qui sont à la fois politiques, pédagogiques, historiographiques ou éthiques. Je vais revenir sur un peu tout ça au cours de l'intervention. Ne sachant pas quel est votre degré de familiarité avec William Godwin, c'est quand même un personnage légèrement obscur, je vais commencer par un rapide retour sur sa biographie et aussi vous introduire son entreprise, la Juvenile Library, avec laquelle il a publié la plupart de ses œuvres, pour enfants, j'entends, qu'il a fondé d'ailleurs en 1805 avec sa seconde femme, Mary Jane Clairmont. J'aborderai ensuite différentes stratégies matérielles mises en place par Godwin pour faire circuler à la fois ses livres et les idées qu'ils contiennent. Et j'entends ici à la fois des stratégies que je pourrais appeler des stratégies de marketing, mais également des stratégies pédagogiques qui s'inscrivent matériellement dans ces livres. Et ensuite, enfin, je proposerai une analyse un peu synthétique des idées avant d'examiner de faire trois études de cas, en fait. Une analyse des stratégies pédagogiques et morales de Godwin dans ses Fables Ancient and Modern, publié en 1805. Une lecture comparée du traitement de la révolte de 1381 chez William Godwin et chez Sarah Trimmer dans leur manuel d'histoire britannique, ou d'histoire anglaise plus précisément. Et enfin, je vais vous proposer l'analyse d'un des livres les plus innovants que Godwin a écrit pour sa Juvenile Library, La Life of Lady Jane Grey, également publié en 1806. Tout ça pour essayer de vous montrer comment tous ces livres sont en fait en continuité avec un certain projet de réforme radicale que Godwin avait déjà entamé en 1793 avec la publication de son œuvre la plus connue, The Inquiry Concerning Political Justice. Donc, Godwin, que vous voyez ici à l'écran, plus ou moins, est né en 1756 à Wisbech, dans le Cambridgeshire, dans une famille de non-conformistes. Et il est éduqué dans cette tradition. Après une brève carrière de pasteur, il perd sa foi, s'installe à Londres, à peu près au milieu des années 80, et se lance dans une carrière d'écrivain. La Révolution française et les débats qui l'ont suivi en Grande-Bretagne l'inspirent à s'engager et à s'engager dans la rédaction d'une œuvre philosophique qu'il voulait majeure, un peu en réponse à The Reflections on the Revolution in France, également un peu en réponse à Thomas Paine, Rights of Man, à Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Man. Et il publie donc L'Inquiry Concerning Political Justice en 1793 pour sa première édition, et elle est souvent identifiée comme le premier traité de philosophie anarchiste contemporaine. Dans la foulée, en 1794, il rédige son roman le plus connu, Caleb Williams, considéré comme faisant partie des romans jacobins, un des plus connus des romans jacobins, dans lequel il souhaitait illustrer et développer les idées de political justice. Arrive le milieu des années 1790, une répression s'installe au Royaume-Uni, le radicalisme politique devient un radicalisme franchement illégal, et le ministère s'attaque aux radicaux de tous bords. Il s'intéresse alors à l'éducation. Il commence à s'intéresser en fait à la nouvelle génération. Il rédige en partie en dialogue avec Mary Wollstonecraft, qui deviendra sa femme en 1797, des essais notamment sur l'éducation, qu'il publie là aussi en 1797 dans un recueil qui s'appelle The Inquirer. Puis il disparaît. Il disparaît un peu de l'avant-scène, il disparaît de la vie politique britannique, dirons-nous, autour de 1800. Le radicalisme est un peu moribond à ce moment-là, mis en difficulté par le ministère. En 1801, il épouse Mary Jane Clairmont, qui a un certain nombre de connexions, notamment dans le monde de l'édition, et en particulier dans le monde de l'édition de livres jeunesse, via un éditeur et un libraire qui s'appelle Benjamin Tabart. C'est d'ailleurs
chez Benjamin Tabart que Godwin publie son premier livre pour enfants qui s'appelle The Bible Stories. J'aurai malheureusement pas le temps d'en parler, mais je suis ravi de répondre à toute question à ce sujet-là après si vous le souhaitez. C'est grâce à elle, en fait, finalement, sans doute, que Godwin se lance dans cette aventure de l'écriture de livres pour enfants. Les Godwin vivent dans une précarité assez importante, du fait de l'irrégularité, de la précarité de manière générale de leurs emplois respectifs, et également du relativement grand nombre de bouches à nourrir dans la famille recomposée qui contient les enfants de Mary Jane, les enfants de Mary Wollstonecraft et ensuite les enfants de William et Mary Jane ensemble. Ils voient tous les deux dans l'écriture de livres pour enfants une solution à leurs problèmes financiers. C'est un peu l'objectif de la station que vous avez à l'écran là. En 1806, donc peu de temps après avoir lancé leur propre entreprise, Godwin écrit à Josiah Wedgwood en lui disant « The great excellence of a plan for school books is this, that successful books of that sort have an infinitely greater and more permanent sale than any other. Libraries are soon stocked, but the children to be instructed are innumerable, and the demand for 1 year for their supply scarcely diminished the demand of the next. » Godwin lance son entreprise en 1805 avec Mary Jane et il se met de manière assez assidue à l'écriture de livres pour enfants. Alors ces livres sont assez variés, donc j'ai déjà parlé de The Bible Stories, qui est en fait un recueil de textes plus ou moins tirés de la Bible de Saint Jacques, avec quelques altérations, là encore on pourra en parler. Il écrit également 3 histoires, une de l'Angleterre, une de la Rome républicaine et une de la Grèce antique, publiées respectivement en 1806, 1809 puis 1822. Il publie également un recueil de fables en 1805, qu'il traduit en français, donc on le trouve, il existe aussi en français. Il publie un recueil de mythes gréco-romains qui s'appelle The Pantheon en 1806, j'en reparlerai un peu plus tard dans la présentation, un abrégé de grammaire en 1809, et 2 biographies, la Life of Lady Jane Grey et The Looking Glass, qui est une biographie de son illustrateur William Mulready, qui devient beaucoup plus connu plus tard au XIXe siècle. En plus de ses propres œuvres, Godwin contacte ses connaissances et y commissionne un certain nombre d'œuvres auprès d'autres personnes, d'œuvres originales et aussi des traductions. Les plus connues sont sans doute les Tales from Shakespeare de Charles and Mary Lamb, qui sont d'ailleurs le livre pour enfants c'est un livre pour enfants qui n'a jamais été out of print depuis sa première publication en 1807. Et également la première traduction en anglais des Robinson suisses de Johann Wyss en 1814. Tout cela est très bien, mais l'entreprise ne fonctionne pas particulièrement bien. L'entreprise devait aider le couple à subvenir à ses propres besoins. La réalité fut un peu différente. Godwin rencontra un certain succès, il ne faut pas le nier, mais les finances de l'entreprise ne se stabilisent pas. Godwin est dans une situation financière qui est de toute façon extrêmement précaire, d'une part parce qu'il n'a pas un système de gestion qui est particulièrement efficace, et d'autre part parce qu'il prête de l'argent lui-même à un peu tout le monde autour de lui. Donc dès qu'il a un peu d'argent, il recommence à le prêter, donc il s'enferme lui-même dans ses propres dettes. En 1825, la Juvenile Library ferme ses portes, et Godwin vend les droits des œuvres les plus connues à un certain nombre d'autres maisons d'édition, notamment Baldwin, Craddock & Joy. Les livres de Godwin ont une circulation respectable, je veux le souligner. Ce ne sont pas d'immenses succès, mais ils ont une circulation qui est assez respectable. Dans The Reading Nation in the Romantic Period, William Sinclair indique par exemple que les livres d'histoire anglaise et d'histoire romaine, publiés en 1806 et 1809, furent imprimés en 1000 exemplaires dans leur première édition, puis réimprimés plusieurs fois au cours de la vie de la Juvenile Library. Toutefois, même si on compare ces chiffres à ceux des textes plus populaires de la Juvenile Library, on se rend compte que la circulation est finalement pas si importante que ça. Milius's School Dictionary, publié en 1809 par Godwin, se serait vendu à près de 10 000 exemplaires en 2 ans, en comparaison. 25 000 en une dizaine d'années. Ces chiffres sont ceux annoncés par Godwin dans un certain nombre de publicités qu'il avait lui-même dans ses livres, donc ils sont sans doute légèrement gonflés.
Toutefois, on a quand même une certaine idée de l'ordre de grandeur, parce qu'il ne faisait pas les mêmes, il ne fait pas les mêmes, ne présente pas les mêmes chiffres à propos de ses propres publications. Sa clientèle consiste en, d'une part, des particuliers qui se rendent à la librairie sur Skinner Street, un réseau d'autres librairies grâce auxquelles Godwin espère vendre hors de Londres, en particulier il a des contacts à Édimbourg. Malheureusement pour lui, ça n'a pas un franc succès, donc il n'arrive pas à étendre son réseau, notamment en province. Et également, il vend ses livres à des maîtres et des maîtresses d'école, parce qu'il cherche à avoir une sorte de demande pérenne pour ses livres d'une année sur l'autre, et une façon d'obtenir ça, c'est de les proposer comme manuels plus ou moins scolaires. Il réussit, dans une certaine mesure. Par exemple, son Pantheon, que vous voyez ici, est adopté à la Charterhouse School, qui était alors à Londres, et maintenant elle est dans le Surrey. À la fois par conviction et par intérêt financier, Godwin cherche à convaincre les parents de garçons et de filles d'acheter ses propres livres. Je mets le Panthéon en avant ici parce qu'il est très clairement noté dans le sous-titre, je ne sais pas si vous le voyez particulièrement bien, que le livre est conçu for the use of schools and young persons of both sexes. À mon avis, c'est quelque chose de significatif ici, en particulier parce que l'étude des classics n'est pas une étude particulièrement féminine au début du XIXe siècle. C'est partie de gentleman's education, mais pas nécessairement de gentlewoman's education, dans une certaine mesure. Godwin cherche également à atteindre une clientèle relativement large en termes de classe sociale. Par exemple, et c'est illustré ici, il publie ses Fables Ancient and Modern, dans une édition en 2 tomes, richement illustrée, qui coûte très cher, 8 shillings. Puis il publie également une édition en un seul tome, également assez richement illustrée, à 3 shillings sixpence. Et enfin, une édition que vous avez là, for Universal Accommodation, à 2 shillings, donc beaucoup plus abordable. Évidemment, 2 shillings, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Toutefois, on peut dire généralement que les livres que Godwin publiait pouvaient se vendre dans toute la gamme des middling sorts du XIXe siècle. Des artisans relativement peu fortunés à des personnes bien plus riches. Donc vous voyez ici les différences entre la qualité et la complexité des illustrations. Ici, dans l'édition de volume, en fait, toutes les 2 ou 3 pages, vous avez une illustration qui prend quasiment une page, alors que dans l'édition en un volume, vous avez quelques feuilles illustrées comme ça. Pour ce public relativement large, Godwin envisageait également des modes de lecture qui se traduisent par des choix matériels, par exemple d'organisation et de disposition du texte sur la page. Ainsi, comme l'a noté Pamela Clement notamment, le format réduit des livres permettait aux enfants de s'en saisir et de les utiliser seuls. La disposition du texte avec des interlignes assez larges et des grands espaces entre les lettres permet également à des personnes dont la capacité de lecture n'est pas extrêmement développée de se les approprier et de les lire en autonomie. Godwin encourage d'ailleurs cette autonomie de lecture dans la préface des Fables Ancient and Modern, et il en souligne les bienfaits pédagogiques. C'est la citation que vous avez là au-dessus. In the ordinary fable books, every object, be it a wolf, a stag, a country fair, a heathen god, or the grim spectre of death, is introduced abruptly, and as few parents and fewer governesses are inclined to interrupt their lessons with dialogue and enter into explanation, the child is early taught to receive and repeat words which convey no specific idea to his mind. I have endeavored never to forget that the book I was writing was to be the first, or nearly the first, book offered to the child's attention. I have introduced no leading object without a clear and distinct explanation. By this means, the little reader will be accustomed to form clear and distinct ideas. L'idée de l'autonomie de lecture est également l'idée de l'apprentissage de l'autonomie de la pensée et de la formulation claire d'idées. Ça, c'est absolument fondamental dans la conception du progrès de manière générale chez Godwin dès la fin du XVIIIe siècle. Mais il y a d'autres éléments, là encore peut-être plus significatifs pédagogiquement. Godwin conçoit ses livres contre une lecture didactique, contre une lecture qui favoriserait l'apprentissage par cœur d'éléments du texte. Et ceci se reflète dans des choix matériels de présentation du texte.
Pour prendre par exemple le Pantheon, ce recueil de mythes gréco-romains, le Pantheon de Godwin se voulait remplacer un autre Pantheon publié par Andrew Took, traduit du latin par Andrew Took à la fin du XVIIe siècle. Et on trouve, si on feuillette des éditions contemporaines du début du XIXe siècle et du Pantheon d'Andrew Took et du Pantheon de Godwin, on trouve deux mises en page extrêmement différentes. Dans la version d'Andrew Took, dans le texte d'Andrew Took, on retrouve des éléments typographiques qui facilitent l'apprentissage par cœur. Des listes numérotées, des noms et des titres mis en exergue, en italique, etc. Par exemple. Dans le texte de Godwin, rien du tout. Rien de tout cela. Au contraire, le texte de Godwin encourage une lecture continue. Godwin se voit un peu obligé d'ajouter des notes de bas de page. Ici, des notes de bas de page en particulier qui renvoient au texte classique. Vous en avez un exemple ici. Il est obligé de le faire parce que dans un échange de lettres avec Matthew Rain, le master de la Charterhouse School, Matthew Rain lui dit « Bon, il faudrait quand même que vous mettiez les références classiques, c'est important. » Et d'ailleurs, si vous comparez des notes de bas de page entre le Pantheon d'Andrew Took et celui de Godwin, vous noterez qu'il y a quand même beaucoup plus de notes, et notamment d'extraits en latin dans le texte d'Andrew Took, ou dans les notes d'Andrew Took que dans les notes de Godwin. Godwin évite tout latin. S'il peut s'en passer, il ne le met pas dans le texte ou dans les notes. D'ailleurs, à la fin de sa vie, quand il rédige un peu les instructions pour la publication de ses œuvres complètes, il dit « Ces notes de bas de page, supprimez-les, elles ne sont pas terribles de toute façon, et elles n'ont été ajoutées que pour répondre à une demande spécifique de Matthew Rain. » Donc, on a à la fois cette tentative de créer les conditions d'une lecture autonome, et aussi d'une lecture autonome qui est centrée plus sur la narration que sur l'apprentissage de détails, l'apprentissage d'éléments spécifiques du texte. Maintenant, pour reprendre les productions de Godwin et pour m'intéresser peut-être un peu plus clairement aux textes en eux-mêmes, plutôt qu'aux objets que sont les livres. Je vous l'ai déjà dit, les textes de Godwin incluent un recueil d'histoires bibliques, 3 histoires, un recueil de fables, un recueil de mythes gréco-romains, un abrégé de grammaire et 2 biographies. Là encore, c'est significatif, ce choix est significatif. Les productions de Godwin couvrent un large panel de ce qu'on pourrait considérer comme le socle culturel des classes moyennes britanniques. Les savoirs historiques, les savoirs classiques, et également les savoirs moraux et religieux. Ce que je montre dans ma thèse, enfin ce que j'espère avoir montré dans ma thèse, c'est que Godwin cherche de manière générale à déplacer les lignes de champ dans tous ces domaines, et donc à refonder, à réformer le socle culturel des classes moyennes britanniques, afin de l'aligner avec ses propres objectifs de réforme radicale, mais progressive. Après tout, Godwin n'était pas particulièrement révolutionnaire dans ses moyens, même s'il l'était peut-être plus dans ses fins. Il cherche donc, en réformant le socle culturel de la classe moyenne britannique, à créer des citoyens qui seraient plus à même d'apporter ou de créer les conditions du progrès social et politique. La Révolution française, en 1793, lui a donné une certaine idée de possibilité de changement radical relativement rapide. C'est donc pour ça qu'il écrit son Inquiry Concerning Political Justice, en jugeant que le moment était opportun de publier un texte extrêmement radical de manière à faire changer les idées de ses lecteurs. Et il s'est heurté au fait que les lecteurs n'étaient pas forcément convaincus que la répression était efficace et qu'il y avait également une forte opposition loyaliste, qui était également populaire. Il change donc un peu de perspective. Une révolution rapide n'est pas possible, tentons une révolution sur le long terme. Intéressons-nous donc à la génération qui vient. C'est ce qui le fait déjà se tourner vers l'éducation dans The Inquirer en 1797.
Je vais maintenant vous présenter 3 exemples en espérant illustrer le propos que je viens de tenir en prenant The Fables Ancient and Modern, La History of England et La Life of Lady Jane Grey. Je voudrais vous montrer un peu plus en détail comment s'articule cette tentative de refondation de la culture de la jeunesse britannique, anglaise plus précisément, dans le contenu de ces textes. Je vais commencer par les fables, et avant d'aborder le texte de Godwin, je voudrais un peu réfléchir à comment on conceptualisait, comment on comprenait ce qu'était une fable à la fin du XVIIIe siècle. Je vais commencer avec une définition du dictionnaire de Johnson, une édition de 1792. Une fable est définie de la manière suivante. Fable is a feigned story intended to enforce some moral precept. C'est finalement quelque chose auquel on peut reconnaître. Une fable existe pour illustrer un propos, une morale. Pour aller un peu plus loin, dans une recension des Fables Ancient and Modern, Sarah Trimmer, écrivaine de fables à succès, notamment The Ladder to Learning, qui était un texte extrêmement intéressant également du point de vue pédagogique, Sarah Trimmer définit 3 règles, ou plutôt 3 et demi, qui doivent, selon elle, régir l'écriture de fables. First, that to every fable there be some interpretation annexed to show the moral sense or design of it. Secondly, that the narrative be clear, probable, short, and pleasant. Thirdly, to preserve the probability, the manners of the characters introduced must be expressed and closely kept to, as in poetry, to which we may add that no useless characters should be introduced into a fable, nor any extraneous matter. Évidemment, tous les recueils de fables de la fin du XVIIIe ne suivent pas strictement ces règles, mais beaucoup le font. A contrario, Godwin propose un recueil de fables qui s'oppose à quasiment toutes ces règles. C'est d'ailleurs ce que lui reproche Sarah Trimmer dans sa recension. Ainsi, il tente de redéfinir la fable. Il tente de redéfinir le genre de la fable au début du XIXe siècle. Et ce faisant, il s'attaque aux fondements moraux et aux lieux communs de la moralité qui sont circulés dans ces fables. Il considère déjà dans The Inquirer en 1797, c'est la citation que vous avez là, « Nothing is more futile than the formal and regular moral frequently annexed to Aesop's fables of animals. Examine the fable impartially, and you will find that the lesson set down at foot of it is one of the last inferences that would have occurred to you. » L'argument ici est donc simplement qu'ajouter une morale à une fable, ça ne sert strictement à rien, parce que de toute façon, le texte lui-même est trop polysémique. Il a trop de possibilités d'interprétation. Donc, la morale qu'on essaie d'imposer n'a aucun sens, finalement. Cette opposition à l'imposition d'une lecture unique de chaque fable, avec une leçon de morale qui serait donc imposée par l'auteur ou l'autrice à son lecteur ou à sa lectrice, est mise en application dans les fables Ancient and Modern via plusieurs stratégies d'écriture. J'en note 5 principales. D'une part, il y a le refus pur et simple d'adjoindre une morale claire et clairement édictée à sa fable. Donc, l'histoire est racontée. Soit il peut se trouver qu'un des personnages tente d'éduquer un autre personnage via un dialogue, auquel cas il y a plusieurs étapes entre la narration ou le narrateur et la formulation de la morale, ce qui permet au lecteur ou à la lectrice de la considérer avec un regard plus critique. Soit simplement, la morale est totalement absente. Et donc, l'objectif moral de la fable n'est pas clair. Deuxièmement, il réécrit les fables de manière à remettre en question les savoirs moraux communs. Donc il change le contenu des fables, simplement. Par exemple, une fable très connue, The Belly and the Members, qui est censée montrer qu'il faut un certain ordre hiérarchique afin de garantir, disons, la bonne santé d'une société, comme la bonne santé d'un corps, donc la bonne santé d'un corps politique comme celle d'un corps humain. Et au contraire, Godwin se sert de cette même fable pour montrer que c'est par une coopération rationnelle et non hiérarchique que la bonne santé et du corps humain et donc du corps politique peut se maintenir. Troisièmement, il réécrit des fables anciennes pour en décentrer
la moralité. Et je vais montrer ça avec un exemple plus précis, l'exemple de The Mountain and Labor, dans quelques minutes. Ainsi, il décentre la morale et la noie un peu dans d'autres informations, dans d'autres formes de savoir. Et donc, la fable ne sert plus de texte cherchant à imposer ou à communiquer une forme de morale, mais au contraire, un texte qui cherche à communiquer d'autres formes de savoir. Quatrièmement, il sature certaines de ces fables de messages moraux plus ou moins contradictoires. Donc il y a plusieurs possibilités d'interprétation qui sont présentées de manière plus ou moins de manière explicite dans les textes, et reste au lecteur de se débrouiller avec ces messages qui sont en tension les uns avec les autres, afin de trouver ce qui paraît au lecteur ou à la lectrice le plus cohérent. Et dernièrement, et ça permet de comprendre l'unité du recueil de fables dans son ensemble, il met en lien diverses histoires, en mettant en scène les mêmes personnages, mais de manière à introduire une tension, introduire à nouveau des contradictions dans ces personnages. Donc un animal qui sera par exemple vu sous un regard amélioratif, sera ensuite vu sous un regard péjoratif. Mais Godwin introduit dans son texte, quasiment systématiquement, une mention que c'est le même animal, c'est le même personnage en fait qui revient. Et donc, son statut moral, si on veut, devient suspect. Son statut moral devient suspect et devient beaucoup plus complexe. Et tout cela, en fait, ça constitue l'originalité des fables de Godwin. Alors évidemment, je ne vais pas avoir le temps de détailler toutes ces stratégies, même si je vous ai donné un certain nombre d'exemples déjà. Donc je vais me cantonner à l'étude de la fable The Mountain and Labor, dont vous avez l'illustration ici, afin d'en illustrer quelques-unes, notamment noyer le poisson, si on veut. The Mountain and Labor est une des fables les plus courtes qu'il y ait dans les recueils de fables au début du XIXe siècle. C'est une des fables les plus courtes dans le texte de Godwin, c'est une des fables les plus courtes dans le recueil de fables un des recueils de fables qui circule le plus, les fables d'Ésope de Samuel Croxall, qui sont plus anciens, réimprimés tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. Les recueils les plus populaires, je vous résume l'histoire, même si vous la connaissez sans doute. C'est donc l'histoire d'une montagne qui fait de grands bruits, ce qui effraie tout le monde, et au final qui accouche d'une souris. Les recueils les plus populaires, notamment celui de Samuel Croxall, soulignent son message moral. Donc il ne faut pas faire de grandes promesses que l'on ne peut pas tenir. Godwin indique brièvement dans le texte cette même morale. Il dit en passant que cette fable est souvent utilisée to ridicule large promises and small performances. Mais ce qui est le plus frappant dans la version de Godwin est qu'en fait, même s'il mentionne cette morale, la fable ne sert que de prétexte à l'introduction à son lecteur ou à sa lectrice de savoirs géographiques et géologiques qui n'ont strictement rien à voir avec le message moral qui est censé être communiqué. Au contraire, ils apportent une explication rationnelle, scientifique, au phénomène que donc les personnages de la fable ont observé. Godwin explique que les montagnes qui font de grands bruits sont appelées des montagnes volcaniques, qu'elles ont, je cite, « a fire forever burning within them that sometimes blazes out at the top », et que ces éruptions sont souvent précédées par a terrible noise in the inside of the mountains. La montagne n'accouche donc pas d'une souris, ne fait pas de grandes promesses, mais au contraire, on explique le phénomène naturel qui fait que la montagne gronde. De plus, tout en introduisant des volcans effectivement existants, l'Etna ou le Vésuve, Godwin promène l'enfant dans son récit. C'est comme si en fait il essayait de plus ou moins prendre un enfant par la main pour lui montrer quel type de paysage on pourrait voir si on se promène dans une chaîne montagneuse ou dans une chaîne volcanique. Il décrit en détail tous les passages, tous les paysages que l'enfant pourrait observer. Et ainsi, le message moral finalement s'oublie totalement. Godwin subvertit les aspects moraux et moralisateurs de cette fable en noyant la morale dans un savoir scientifique et dans un savoir géographique.
Je vais maintenant présenter brièvement le cas de la History of England et de son traitement de la révolte paysanne de 1381. Là, pour mettre plus en avant un propos politique plus ouvert que Godwin peut développer. Pour ce faire, je vais donc comparer deux textes qui sont quasiment contemporains. Le texte de William Godwin, publié sous le pseudonyme d'Edward Baldwin, et un texte de Sarah Trimmer. Dans les livres d'histoire plus classiques de l'époque, disons par exemple celui de Sarah Trimmer, la gestion de la révolte des paysans menée par Wat Tyler par le roi Richard II permet de dresser un portrait mélioratif du roi. Donc la révolte se termine dans le texte de Sarah Trimmer par le roi qui prend un rôle de, disons, sauveur de son peuple, comme vous l'avez ici dans la citation. Observing the mob preparing to revenge Tyler's death, the king boldly advanced, and with an affable and intrepid countenance cried out, "What is the matter, my good people? Are ye angry that you have lost your leader? I am your king. I will be your leader." On which they implicitly followed him, and soon after all the rebels submitted. La parole du roi apaise. La parole du roi commande le respect. Le roi apparaît comme un bon roi guidant son peuple, et son autorité découle de sa parole, et ensuite vient sa légitimité, puisque the people implicitly followed him. Il parle et le peuple le suit. Ainsi, sa légitimité est garantie, et il a réussi à prendre la tête du pays. Dans l'histoire de Godwin, les situations sont un peu différentes. Au contraire, plutôt que d'un grand roi, d'un bon roi guidant son peuple, le roi chez Godwin, Richard II chez Godwin, est plutôt machiavélique. King Richard rode forth from his own people to meet the rebels. He called out to follow him who was their king, and he would grant them whatever they should require. He led them into the open fields. While they were debating on terms with him, a considerable military force was collected. The multitude lost their opportunity, and the insurrection was soon after suppressed and vigorously punished. Ici, le roi n'est plus un roi guidant son peuple, c'est un roi qui, au contraire, est capable de construire des stratagèmes et de garder son pouvoir. Maintenant, si on contextualise cette histoire un peu plus dans le texte de Godwin, on se rend compte que la révolte de 1381 est présentée dans le contexte d'une discussion des libertés en Angleterre au Moyen-Âge. Wat Tyler y apparaît alors comme le protecteur des libertés du peuple, et le roi, au contraire, comme le protecteur de ses propres privilèges et des privilèges de la noblesse. Maintenant, si on recule encore un peu et qu'on remet cette histoire de 1381 dans le contexte de la réponse britannique à la Révolution française, de la répression des mouvements radicaux et républicains en Grande-Bretagne et d'une certaine ambiance king and country qui pouvait régner alors, le radicalisme politique du texte et son opposition au pouvoir royal et à la répression le rendent encore plus radical. Je vais aborder maintenant le dernier exemple et finir avec la biographie de Jane Grey. Dans une certaine mesure, cette biographie est assez classique, c'est-à-dire que l'objet est assez classique. Jane Grey est un personnage connu de l'histoire britannique. C'est une personnalité exemplaire que l'on retrouve dans de nombreux livres pour enfants qui narrent les vies de manière assez courte de personnages historiques importants et exemplaires. Mais Godwin y ajoute un certain nombre d'originalités plus ou moins plutôt formelles. Le texte donc se construit à la fois de manière assez classique. Jane Grey est une figure exemplaire, est une female worthy, dont l'exemple doit être suivi, plus ou moins. Je reviendrai sur cette complexité-là. Et de manière plus originale, il intègre Jane Grey dans une histoire, dans une vraie histoire de la Réforme au XVIe siècle. Évidemment, il a une perspective qui est plutôt pro-protestante que catholique, mais ce qu'il met très en avant au fil du texte, c'est que le problème fondamental, ce n'est pas une question de catholicisme contre protestantisme, c'est un problème de tolérance, c'est un problème de tolérance religieuse. Donc déjà, il y a ce premier message-là qu'il essaie de faire passer.
Mais ça va au-delà de ça. Godwin mêle dans cet ouvrage donc un récit très proche de Jane Grey, ça c'est assez classique, et de son quotidien. Donc ça lui permet de mettre en avant l'exemplarité de cette jeune femme et de ses accomplissements. Je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. D'autre part, il analyse les choix que fait Jane Grey dans le contexte de tensions religieuses et au XVIe et au XVIIe siècle. Parce qu'il élargit un peu son histoire. Ça lui permet d'expliciter les structures qui déterminent les choix de Jane Grey. Ce faisant, il illustre le propos qu'il tient dans l'Inquiry Concerning Political Justice en 1793, que ce sont les conditions autour d'un individu qui déterminent ses choix. Et ce type de biographie historique, donc, qui mélange une analyse macroscopique et une analyse microscopique, ça c'est assez original au début du XIXe siècle. En tout cas, il me semble que c'est assez original au début du XIXe siècle. Par ailleurs, cette biographie est proposée comme complément à la History of England, dont j'ai déjà parlé. Dans une des rares notes de bas de page de la History of England, Godwin indique « For a specimen of the manner in which this outline, the History of England, might advantageously be filled up for children in those parts which are peculiarly instructive and interesting, the reader is referred to the Life of Lady Jane Grey by Theophilus Marcliffe », donc un de ses autres pseudonymes. Alors, il y a bien entendu des intérêts commerciaux. C'est une bonne façon de faire de la publicité au sein de son propre livre. Mais concevoir la biographie de Jane Grey comme faisant partie d'un tandem avec la History of England met en lumière le fait que Godwin cherchait également à résoudre une tension historiographique entre ce qu'il appelle dans son essai Of History and Romance les histoires qui prennent la forme d'une study of mankind in a mass et les histoires qui se concentrent sur les individus. Pour lui, même si les premières sont instructives, elles sont limitées. Elles sont limitées car elles ne permettent pas une identification du lecteur ou de la lectrice avec les personnages, et elles ne permettent pas une compréhension des choix des acteurs et des actrices historiques. Ainsi, le tandem History of England, Life of Lady Jane Grey permet à Godwin de revisiter un moment clé de l'histoire anglaise, tout en se rapprochant suffisamment de son objet pour espérer générer l'élévation morale de ses lecteurs et de ses lectrices. Le lien qu'établit Godwin entre sa History of England et la biographie de Jane Grey lui permet aussi nous permet de réfléchir plus exactement à la problématique de l'absence régulière des femmes des livres pour histoires pour enfants du début du XIXe siècle. Cette absence a été mise en lumière déjà au XIXe siècle par Jane Austen lorsqu'elle parodie le livre d'histoire d'Oliver Goldsmith. Et de même que le texte de Goldsmith, celui de Godwin, la History of England, ne fait intervenir que peu de femmes. Finalement, elles sont assez peu présentes dans ce texte. Et on peut voir par contre, dans ce tandem, une façon d'apporter un autre regard, et donc de mettre au centre une femme qui agit sur son histoire. Et cela, à mon avis, est d'autant plus important que finalement, dans le cercle de Godwin, il y a de nombreuses femmes qui elles-mêmes réfléchissent à la place des femmes dans l'histoire. Mary Wollstonecraft, par exemple, ou bien encore Mary Hayes. Dans le même temps, cette biographie d'une jeune femme exemplaire, puisqu'elle est contextualisée de manière assez profonde, permettrait à des lectrices à qui les parents ne donneraient pas forcément de livres d'histoire de s'approprier l'histoire de l'Angleterre et de comprendre leur propre place au sein de ce récit. Ça permet donc en fait d'ouvrir un champ d'études qui n'était pas forcément des plus ouverts aux femmes à des lectrices. Enfin, Godwin construit l'exemplarité de Jane Grey, qui est donc une femme exemplaire, en contrepoint de l'exemplarité comme elle est construite dans d'autres textes biographiques de la même époque. Il met en avant son intelligence et ses accomplissements académiques, plutôt que les qualités qui sont mises en avant dans d'autres courtes biographies de Jane Grey, comme son dévouement religieux, sur lequel Godwin jette plutôt un regard critique, puisque c'est parce qu'elle est extrêmement protestante qu'elle accepte de prendre la couronne et qu'elle termine donc exécutée. Ou encore d'autres attraits associés à la fémininité de Jane Grey, comme sa sensibilité, ou ses capacités à coudre, qui sont mises en avant dans un certain nombre de textes. Sous la plume de Godwin, Jane Grey est donc avant tout
une jeune femme dotée d'une rare intelligence, d'une grande érudition et d'une volonté de s'épanouir en toute indépendance. Cette volonté est contrecarrée par son contexte. Contexte macroscopique, les luttes de pouvoir liées à la réforme, l'intolérance religieuse et les questions dynastiques, et également des choix plus microscopiques, les choix faits par ses parents et l'influence de Northumberland. Et enfin, ses convictions personnelles en tant que protestante. On a ces trois niveaux de structure qui expliquent dans le texte les choix de Jane Grey. Voilà, je vais conclure. Voilà donc un rapide tour d'horizon de mon travail sur les livres pour enfants de William Godwin, et donc sur la place des livres pour enfants dans la circulation des idées politiques et des idées pédagogiques, d'un point de vue des textes comme un point de vue de leur matérialité, de la matérialité des objets. Mêlant histoire du livre, histoire intellectuelle et une approche historiciste de la littérature, j'essaie donc de montrer que Godwin continuait, en écrivant des livres pour enfants, son travail politique engagé à la fin du XVIIIe siècle. Il continue dans son idéal de réforme, idéal qu'il porte donc depuis 1793. Ceci étant dit, je ne pense pas que Godwin soit particulièrement original dans cette pratique. Je pense que sa position en tant qu'écrivain, que libraire et que philosophe nous permet d'avoir un regard plus précis, plus facile à contextualiser dans une certaine mesure, parce qu'il a des réflexions pédagogiques, qu'on peut les comparer à sa pratique, et qu'enfin, comme il est également éditeur, on n'a pas à se soucier, on a moins à se soucier en tout cas, de l'interférence d'autres acteurs dans la production de ces textes. Alors, évidemment, il n'est pas imprimeur, donc il faut quand même se soucier de cette interférence-là, ou de la personne qui imprime les textes, mais en tout cas, il n'y a pas d'intervention éditoriale, puisqu'il est lui-même éditeur. D'autres auteurs, d'autres autrices en particulier, peuvent être lus de la même façon. Je pense à Sarah Trimmer, dont j'ai déjà parlé, ou Mariah Edgeworth, encore au début du XIXe siècle, pour citer deux exemples. Plus que de contribuer à une histoire de l'éducation, déjà évidemment très importante, à mon avis, multiplier ce type d'études permettrait de comprendre la place à la fois des livres pour enfants et des idées qu'ils circulent, et de leurs auteurs et autrices, dans l'architecture de la circulation des idées en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Merci beaucoup.